sens, l'élu municipal, principalement la maire, c'est le dynamiseur du milieu. L'action politique, c'est parler, c'est délibérer, c'est d'expliquer. Je pense qu'il faut d'abord qu'on soit une équipe. Il se doit d'être un leader, il doit être le contremaître, en fait. Contremaître de toutes ces idées-là. Les communautés dynamiques présentent un certain nombre de traits communs. La recette du succès n'existe peut-être pas, mais les ingrédients, sûrement. Les leaders naturels du milieu et les gens d'affaires ont bien sûr un rôle primordial à jouer dans le développement de leur village. Mais les élus en ont un encore plus grand. Puisqu'ils tiennent les rênes du pouvoir, les élus municipaux peuvent directement intervenir dans la réalisation de projets de développement et motiver la population à agir. Peu importe d'où vient l'étincelle qui donne le coup d'envoi au développement, la naissance d'un projet se déroule souvent lors d'une bonne discussion autour d'une table. Peu après l'élection d'Alonzo Leblanc au poste de maire de Saint-Antoine-de-Tilly en 1998, la population était déchirée à propos d'un projet d'urbanisme. En 2000, après l'élection de 3 nouveaux conseillers, même le conseil municipal ne s'entendait plus. Et c'est là qu'on s'est réunis le 11 avril, je crois, 11 avril 2000, au manoir de Tilly. Et on s'est réunis de 9 h du matin à 4 h de l'après-midi, incluant le repas. Et on s'est demandé, mais c'est quoi Saint-Antoine? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un village patrimonial, donc il y a plus de 80 bâtiments anciens, très beaux, bien conservés, qui fait qu'on est membre de l'association des plus beaux villages du Québec. Donc il faut conserver. Il faut conserver, mais est-ce que conserver, ça veut dire mourir sans rien faire? Pour conserver, il faut investir. Alors, on est arrivé à 2 pôles, donc développer et conserver. À Coz-Abscal, c'est la perte de 350 emplois dans le secteur forestier qui a amené les leaders à s'asseoir ensemble. Au comité de développement de Coz-Abscal, dont je suis le président, on a dit, écoutez, il faut faire quelque chose. On était 5 personnes autour de la table, puis on se posait des questions. Bon, ça fait que le comité de développement a dit, bon, écoutez, là, on va se mettre tout ensemble. On va partir un plan d'action, on va élaborer plein de choses, il faut que ça bouge. Des maires, des présidents de syndicats et d'autres leaders se sont joints au mouvement qui a redonné naissance au ralliement populaire matapédien. Du côté de Saint-Cyprien, la consultation publique a été la voie choisie. Nous, on a mis sur pied, là, en 1991, un colloque d'orientation où on a défini un petit peu l'aspect social de la communauté, de quelle façon on souhaitait que la communauté se gouverne. Et en 1997, il y a eu un autre colloque d'orientation où celui-là, on a plus été sur les axes de développement, puis en même temps aussi en tenant compte de la situation des femmes, des jeunes. Et en même temps aussi des personnes en difficulté, des personnes âgées. Mais l'échange d'informations est continu à Saint-Cyprien. L'information circule entre les organismes et les élus pour créer un réseau de communication efficace. Chaque conseiller a un comité ou des comités à s'occuper. Donc, c'est sûr que les interfaces se font rapidement, ce qui fait en sorte que le conseil municipal peut prendre des décisions relativement rapides par rapport à des sujets d'intérêt public. Une fois qu'on a mis sur pied une table d'échange, il est primordial d'en informer sa population. Dans le village lui-même, il n'y a plus de lieu de rencontre spontanée, il n'y a plus de magasin général, il n'y a plus de fort, et il n'y a plus de parvis de l'église. C'est les élus, maintenant, qui doivent porter ce devoir-là. Bien informer sa population, c'est s'assurer de son engagement. Il y a eu, au mois de mars cette année, une grande assemblée publique à l'église ici à Coz-Abscal. Il y avait au-dessus de 1200 personnes dans une tempête, une vraie tempête hivernale. On se demandait même si nos invités allaient pouvoir se rendre. On avait de Rimouski, Montjoly. Puis ces personnes-là avaient à cœur le ralliement populaire matapédien. Informer la population permet aussi d'entretenir la fierté et la solidarité des gens pour ensuite les motiver à prendre le contrôle de leur développement. À Saint-Narcisse, cela s'est traduit par l'organisation d'une fête annuelle. La fête de la solidarité, c'est une fête qui est née, puis je précise, c'est une fête, c'est pas un festival. Pour nous, ça fait toute la différence. C'est né il y a 20 ans déjà. La municipalité ici, comme l'ensemble du Québec d'ailleurs, faisait face à une crise économique assez importante. Donc, ça a touché ici principalement une grosse usine. Ça a touché plusieurs familles qui ont été mises à pied, qui se sont retrouvées sans emploi. Puis, il y a un groupe de jeunes, en même temps qu'un groupe d'investisseurs qui ont décidé qu'il fallait faire quelque chose ici. Il fallait pas que ça reste comme ça. Donc, des investisseurs d'un côté qui ont décidé de repartir, de réinvestir dans le milieu, de reconstruire des usines, puis le groupe de jeunes en parallèle qui a décidé de fêter. Donc, c'est comme ça que la fête de la solidarité est née. C'est né pour maintenir un climat, pour que la morosité ne s'installe pas chez nous. Informer sa population, faire germer le sentiment d'appartenance et la solidarité, c'est un début, mais ce n'est pas tout. Les leaders et les entrepreneurs doivent aussi aller chercher la formation nécessaire à l'atteinte de leur but. Il faudrait que les maires ou les élus municipaux se regroupent puis qu'ils se donnent des cours entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'être maire? Puis comment administrer justement une région,
une région rurale par rapport à la ville. Il faut qu'ils s'organisent des séminaires, il faut qu'ils s'organisent des colloques, il faut qu'ils invitent des gens qui expliquent le paysage, qui expliquent l'économie, c'est un peu, mais il faut comprendre d'abord le paysage, il faut comprendre qu'est-ce qui modifie nos structures. Après ça, on va pouvoir intervenir. À l'île aux Grues, en 1975, l'agriculture était en déclin. Il fallait revoir les pratiques. S'il n'y avait pas eu la formation d'une coopérative il y a 25 ans, est-ce qu'il y aurait encore de l'agriculture à l'île, d'après vous? Oh, catégoriquement, non, il n'y aura plus d'agriculture. Disons que pour le transport de nos produits, c'était essentiel d'en réduire le volume, si on veut. Puis c'était impensable de transporter du lait, surtout l'hiver, à l'extérieur. C'est de là est partie l'idée de rebâtir une fromagerie, de transformer nos produits. Les producteurs laitiers ont suivi des cours sur le mouvement coopératif et ont fondé la Société coopérative agricole Île aux Grues, qui s'est mise à fabriquer du cheddar avec le lait produit sur l'île. 25 ans plus tard, les producteurs continuent d'aller chercher l'expertise et les connaissances nécessaires pour poursuivre leur développement. Depuis 2000, la fromagerie produit des fromages de spécialité, 2 pâtes molles à croûte fleurie. En tout cas, personnellement, on a suivi une formation au niveau de la fabrication des pâtes molles. On a aussi fait appel à des consultants pour mettre au point là, ces produits-là. Et donc, c'est là qu'on a réussi à mettre au point notre recette là, au niveau du mi-carême, qui est vraiment une recette particulière à nous. Après avoir formé les leaders, qu'ils soient élus ou entrepreneurs, reste à convaincre la population de se joindre à l'aventure. Ouais, on a eu une levée de fonds parmi la population qui a rapporté 80 000 $. Puis c'est des prêts sans intérêt pour 10 ans qui étaient accordés à l'entreprise. Je tiens à le souligner, quand tu as une population qui croit à ton entreprise, bien, je pense que c'est intéressant de travailler dans l'avancement. Créer des ponts entre ceux qui ont les idées, ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui possèdent l'argent permet d'appuyer le projet sur des bases solides. À Saint-Romain, la maison familiale rurale permet aux jeunes de terminer leur secondaire tout en recevant une formation en agriculture ou en foresterie. Le projet a été démarré par le CLD de la MRC Le Granit, mais sa réalisation a nécessité l'engagement de toute la région. Ce qu'on a fait, ça a été, entre autres, d'intéresser la préfète de la MRC à participer à une deuxième mission qu'on a effectuée en France pour aller voir exactement ce qu'étaient les maisons familiales. Et à notre tour, elle était elle aussi très convaincue là, et elle nous a appuyés là, dans nos démarches auprès des démarches de financement, entre autres, pour convaincre les autres municipalités, les autres maires à nous appuyer dans le projet. Ça nous a permis, entre autres, là, de recueillir environ 60 000 $ auprès des municipalités dans la région. Puis également, on a ramassé 100 000 $ additionnels auprès de la population, des organismes, des entreprises de la région. À Lens-Avalo, un village maintenant fusionné à Gaspé, un groupe de femmes a réussi à rapatrier le phare de Pointe-à-la-Renommée, déménagé à Québec des années auparavant par la garde côtière. Parce qu'ici, il n'y avait plus rien, là. Rien, c'était des débris. Des débris. Le phare était rendu à Québec, ça faisait 17 ans. Le dynamisme de ces femmes a convaincu la ville, la population et une trentaine d'organismes d'accorder leur appui moral et financier au rapatriement du phare. Au bout de 5 ans, en 97, après plusieurs embûches et plusieurs non, on a eu notre phare. On était vraiment là, fiers de l'exploit qu'on avait accompli. Est-ce que c'est important de convaincre les gens d'affaires, les leaders d'un milieu, de s'impliquer pour que ça bouge? Il faut les leaders. Sinon, je crois que c'est difficilement réalisable. Nous, ici, on a eu encore une fois la chance d'avoir les maires. On a eu la députée qui a embarqué. On a eu des gens d'affaires aussi, des entrepreneurs qui sont embarqués, des présidents d'organismes de développement. Puis tout ce beau monde-là a décidé de se mettre ensemble, faire bouger les choses. Et puis je pense que c'est ce qui a fait qu'on est en train de réussir tranquillement. Je dirais que les élus municipaux ont joué un rôle essentiel dans la MRC du Granit au niveau du développement. Peut-être pas dans un dossier en particulier, mais je dirais dans la dynamique de développement en général. Et on peut dire que dans l'ensemble, c'est vraiment cette concertation-là entre l'élu et le bâtisseur que le travail se fait pour pouvoir produire au maximum. Mais le succès d'un projet de développement passe d'abord par l'identification des freins propres au milieu. Le principal frein, moi, je pense, c'est un peu l'isolement du milieu, la main-d'œuvre, la disponibilité de la main-d'œuvre, soit spécialisée. C'est pas évident de
de faire venir des gens d'extérieur de notre île puis s'installer sur l'île. Les gens de la ville, c'est un bel endroit. Je ne sais pas si vous êtes promené dans les rangs, mais c'est très joli. Puis les gens sont intéressés à acquérir des fermes. Puis à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement des gens comme la pomiculture. S'ils achètent un verger, ce n'est pas nécessairement des pomiculteurs. Donc, après 2-3 ans, ils s'aperçoivent que, oups, c'est pas aussi facile qu'ils pensaient. Puis là, les vergers, à un moment donné, sont pas laissés à l'abandon, mais des fois pas loin. Puis c'est ça qui m'inquiète, moi. La flambée des prix. Nos jeunes s'en vont, ils vont s'établir ailleurs. Ils vont avoir leurs enfants ailleurs. Et nos écoles se vident. Nos terrains se vendent des prix exorbitants. Donc, pour les jeunes, c'est impossible de pouvoir acheter une terre. Le zonage était fait de la même façon qu'un centre-ville partout. Et donc, dans les petits villages, les villages qui sont à l'extrême limite de la ville de Gaspé, c'est des villages qui sont soit des personnes qui travaillent au niveau forestier ou au domaine de la pêche. Donc, on ne pouvait pas permettre à ces personnes-là d'entreposer leurs bateaux, les trappeurs aux morts ou même la machinerie forestière aux alentours des maisons. Donc, avec le nouveau zonage qui est agroforestier, on peut permettre à ces personnes-là de demeurer chez eux, d'avoir leur machinerie et leurs équipements de travail près de chez eux. Ici, étant donné qu'il n'y a aucune zone agricole, il faut demander des inclusions. Donc, au niveau municipal, ils ont réservé quand même des secteurs. Puis, ils ont des zones tampons qu'on discute. La villégiature, souvent perçue comme une panacée, peut au contraire s'avérer un frein au développement. Trop de gens voient ça comme une manne parce qu'ils évaluent les villégiateurs en payeurs de taxes. Aujourd'hui, les gens viennent les fins de semaine, souvent arrivent le vendredi soir, et ils ont des demandes urbaines, les mêmes demandes qu'ils demanderaient dans la ville, qui viennent de quitter, le déneigement, le ramassage des ordures, etc., etc., etc. Les villages n'ont pas toujours les moyens d'entretenir à l'année, en plein hiver, dès le vendredi soir, des chemins perdus où habite le dernier villégiateur. Ils veulent la paix, alors que les villageois ou les gens de la communauté villageoise là, souhaitent un développement. Alors, le moindre développement touristique qui peut amener un peu de dérangement ou de bruit, et c'est la guerre. Moi, je trouve que les gens, souvent, ils veulent voir ça trop gros. On a commencé avec les moyens qu'on a. Faut faire des choses à la mesure de ce qu'on est aussi. Et arrêter de se laisser entraîner dans, je dirais, entre guillemets, mais des banalités. C'est-à-dire que les ponts sautent. Le bout de chemin ou ainsi de suite, c'est de leur responsabilité, mais ça ne doit pas canaliser. Ce pas les principaux efforts, je pense, que nos élus doivent faire aujourd'hui. Au-delà de l'identification des freins, les élus ont pour mission de faire un inventaire des ressources du village. Dans la Matapédia, on a identifié les ressources naturelles, mais également les ressources humaines. On a fait un inventaire ici à Côte-Obscale et dans les paroisses environnantes pour aller chercher, un exemple, qui parle espagnol dans la région. On a fait un questionnaire avec, je ne vous dirai pas le nombre de questions parce que je pense que c'est tout près de 160 questions. Il y a eu 800 personnes qui ont répondu à ce questionnaire-là. C'est une bonne partie de la population de Côte-Obscale qui a répondu. Et puis avec ça, on a été capable d'aller chercher nos forces vives du milieu. En 1998, on s'est rendu compte que les entreprises allaient manquer sérieusement de main-d'œuvre qualifiée ou qualifiable. On a mis sur pied ce qu'on appelle un CAMO, c'est-à-dire un comité d'adaptation de la main-d'œuvre. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est effectivement un inventaire des besoins des entreprises, que ce soit pour l'année qui était en cours à ce moment-là, pour l'année 98, mais aussi dans une vision le plus de court et moyen terme, c'est-à-dire jusqu'en 2001 à l'époque. Le conseil municipal de Saint-Antoine-de-Tilly a lui aussi procédé à un inventaire du potentiel du village. L'église historique, les 3 manoirs et les bâtiments anciens l'ont convaincu de miser sur le patrimoine. Le conseil a ainsi franchi une étape primordiale, soit définir sa vision du développement. Pour nous, pour le CLD, qui regroupe aussi les élus municipaux sur son conseil d'administration et les gens d'affaires et d'autres secteurs socio-économiques, notre vision, c'est qu'il faut soutenir l'économie et l'emploi, évidemment, c'est le nerf de la guerre, mais il faut soutenir aussi le développement de ce que nous, on appelle de notre milieu de vie en général. À L'Anse-à-Valo, on a choisi de miser sur le développement du tourisme. Le rapatriement du phare est l'élément central du projet, mais plusieurs autres éléments viennent compléter l'ensemble. Parce qu'on avait la maison du premier ancêtre de L'Anse-à-Valo qui existait depuis 1838. Puis on a dit, on va faire un circuit éco-touristique
de Lancervello, les sentiers qu'on a dans la forêt ici, puis au bord de la mer. Pour bien définir leur vision du développement, les élus se doivent de bien connaître leur milieu. Un cultivateur va vouloir faire produire ses terres et tout ça. Un bûcheron va couper des arbres. Un gars qui travaille dans le tourisme, il ne veut pas que les arbres tombent trop, puis il ne veut pas que les cultivateurs prennent trop de place non plus. Tu vois les espèces de petites tensions qu'il y a là. Donc un élu municipal, il faut qu'il soit à l'écoute de toutes ces tensions-là, puis qu'il soit un peu neutre là-dedans. Cette vision-là, les élus d'une municipalité quelconque doivent l'avoir pour faire en sorte de pouvoir préparer le terrain pour seconder les industriels ou les commerçants ou les gens qui sont là. Alors, ça prend quelqu'un de créatif, ça prend un visionnaire, normalement, et puis quelqu'un qui est capable de créer de l'unité avec les gens autour des différents secteurs. La vision du développement choisi guide la municipalité dans ses actions futures. En d'autres mots, il faut choisir ce que l'on veut avant d'agir. Ensuite, il faut mettre sur papier un plan d'action précis. Il faut toujours s'asseoir, faire son brossage d'idées, il faut mal dire en français, faire son brossage d'idées, puis faire ses priorités. Qu'est-ce qu'on veut faire d'abord? Puis se donner un certain temps pour pouvoir tout le temps se pousser pour dire « Monsieur, il reste un an pour arriver à notre objectif. » À Frélichburg, l'objectif à atteindre était clair, inciter de jeunes familles à s'installer. Fait que là, nous, on a décidé vite de tenir des journées portes ouvertes. On en a tenu 2. Celle du printemps a très, très bien marché. Je me souviens plus c'était quelle date, mais il y a eu, moi, je dirais 200 familles, 200 personnes, peut-être, je dirais 40-50 jeunes familles là, vraiment intéressées à faire le saut. Fait que là, après ça, on a dit, bien, écoutez, donnez-nous vos coordonnées, on va faire le suivi. Autre aspect important, se doter d'outils pour arriver au but visé. Par exemple, une corporation de développement, des infrastructures industrielles ou communautaires, ou encore un fonds d'investissement. Ça prend des gens qui ont des visions de développement, qui croient que c'est en risquant des 10 000, des 30 000 des 3 000 parfois, puis des 2 000 parfois, puis parfois c'est des 500 qu'il faut risquer pour faire lever des projets, aussi petits soient-ils. Là. Notre conseil était un peu, je dirais pas avant-gardiste, mais on a été prévoyant au niveau aussi du dessonnage de terrains industriels. On a acheté des terrains pour l'industrie, puis on en a acheté assez grands. Mais aujourd'hui, ça ne serait pas pensable de les acheter à cause de la Commission de protection du territoire agricole. Ça sera plus facile d'acheter ça. Mais là, ils sont achetés, ils sont aménagés. On a fait des rues. Puis... On a développé une expertise ici avec les chars allégoriques, une nouvelle façon de faire. On a fait une entreprise d'économie sociale qui s'appelle les créations artistiques de la solidarité. Ça fait travailler entre 5 et 8 personnes dans l'année. Donc, il y a des gens à temps plein. Il y en a qui sont seulement en période de pointe. Mais ça permet de faire travailler des gens chez nous. Une des clés du développement, c'est d'éviter le repli sur soi. Les milieux dynamiques n'hésitent pas à utiliser toutes les ressources extérieures mises à leur disposition. Ils utilisent les programmes gouvernementaux, entretiennent des contacts avec d'autres milieux dynamiques et n'hésitent pas à cogner aux portes. Pour faire connaître la fête traditionnelle de la mi-carême à l'île aux grues, on a fait appel aux médias. À ce moment-là, on a réuni les journalistes du Québec grâce à un de mes amis qui a le Manoir des Érables. Lui, il dit, moi, je les connais, les journalistes, alors on va les amener sur l'île vivre la mi-carême. Alors, les gens sont arrivés le jeudi et ils ont vécu avec nous autres jeudi, vendredi, samedi, jusqu'au dimanche après-midi, ce qui était la mi-carême. Et chacun a fait son reportage. Donc, ça a attiré encore beaucoup de gens. Les élus municipaux ont un rôle à jouer, oui, indéniablement, parce que c'est eux qui peuvent faciliter les choses, qui peuvent, bien sûr, ouvrir la porte d'organismes qui sont déjà là dans le milieu pour aider le développement. C'est le maire qui, en communauté rurale, a le rôle d'ambassadeur entre le local et le régional et la région dans son sens plus large, même la région administrative. Il faut être extrêmement ouvert par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il faut être présent sur les tables régionales. Si on veut les influencer, mais 2, en même temps aussi, si on veut se faire influencer. Et à partir du moment où on siège sur différentes tables régionales, ou encore qu'on est en contact avec des gens d'affaires de la région, bien, c'est sûr qu'on a de l'information qui va venir aider nos gens d'affaires à nous, qui vont venir en même temps aussi permettre peut-être d'explorer des nouvelles avenues, des idées novatrices par rapport au développement. Ça prend des gens comme nous, je pense, dans le développement, des professionnels dans le développement, mais nous, tout seuls, comme professionnels de développement,
on ne pourra pas faire grand-chose si on n'a pas autour de nous la communauté d'affaires, les élus municipaux. Et je pense qu'on n'a pas parlé non plus évidemment des gouvernements et des différents ministères sectoriels, qu'ils soient locaux ou régionaux ou provinciaux. Nous, ici, on a une très bonne relation avec les différents ministères qui nous soutiennent aussi, là, bon, autant que possible, là, dans la réalisation de nos projets. Ça aussi, ça fait partie, je pense, d'un tout, pour autant qu'on puisse décider localement. Chaque réussite est unique parce que chaque village a son histoire, ses leaders, ses particularités. L'histoire de ces succès permet tout de même de dresser une liste d'ingrédients communs au milieu dynamique. Le meilleur projet a besoin d'un porteur. Il n'y a pas de réussite sans personne. C'est toujours une personne et un petit groupe. Si quelque chose a réussi, c'est toujours la lucidité, le courage, la vaillance d'une personne et avec un groupe, bien sûr. Et il faut mettre les élus municipaux dans le coup, nécessairement. Ah oui, il faut les mettre. Il faut que quand ils se présentent, ils soient conscients que c'est pas du social qu'ils vont faire, c'est de la politique. Dans le sens qu'ils vont délibérer avec les gens et ils ont même un rôle pédagogique, c'est valable pour tous les politiciens, un rôle pédagogique, c'est-à-dire ils vont expliquer où en est-on, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je pense que si il y a le dynamisme, il y a l'imagination, je pense que ça, c'est des ingrédients qui sont, à mon sens, là, je vous dirais, qui font la recette, enfin, des ingrédients un peu magiques là, qui font la différence. Et ce qui est extraordinaire quand on est un élu municipal, autant conseiller au maire ou mairesse, c'est que dans le fond, on a la possibilité je vous dirais, de donner le rythme au développement de notre municipalité. Mais moi, je pense que dans toutes les régions, il y a du leadership. Mais il s'exprime différemment. Et il s'exprime, je pense, en fonction des besoins. Et c'est intimement lié, leadership des élus municipaux et succès économique et social dans leur milieu. Il n'y a pas personne dans mon esprit qui peut se vanter ou prétendre d'avoir lui-même réussi quelque chose d'intéressant seul. Je pense qu'il faut travailler avec les gens du milieu, les partenaires. Arrêter de penser que les autres vont faire à leur place. Et arrêter de toujours mettre la faute sur un gouvernement, d'autres gouvernements à d'autres niveaux. Les autorités doivent faire confiance au monde municipal. Et il y a des ponts qui se sont brisés au cours des dernières années. Et je pense qu'il y a urgence de rétablir les ponts entre le monde municipal et les deux paliers de gouvernement. Je pense qu'il n'y en a pas de recette miracle. Il s'agit de trouver à chaque place une idée originale, un leader. Ça prend un leader, bien sûr. Et il faut ensuite que chaque personne s'approprie un bout de ces aventures-là et qui décide de participer activement. C'est une situation d'urgence qui a fait que les gens se sont découverts la capacité de faire quelque chose. C'est un changement d'attitude, c'est un changement profond qui s'est produit ici. Et les gens, au lieu de se résigner, ils se sont mis à être conquérants. Fait que, première condition, c'est une situation d'urgence qui crée un sentiment d'urgence. Deuxième condition pour qu'il se produise quelque chose, c'est la présence ensemble de gens qui ont une vision, qui aperçoivent déjà comment ils veulent voir leur communauté dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans même. Puis troisième, je dirais, c'est une espèce de complicité muette de gens qui ne s'opposent pas à tout ça. Est-ce que chaque milieu a les ingrédients nécessaires pour arriver à prospérer? J'en ai la plus profonde conviction. Je suis convaincu que les potentiels y existent un peu partout.